Alors, les essais plateforme. Alors, il y a la première diapo qui a sauté, mais c'est pas très grave. Je pense que... Bon, c'est pas très grave. La première diapositive qu'on avait utilisée, qui vous avait été présentée lors des restitutions des tables rondes, c'est qu'on avait considéré à l'issue de ces 2 jours de discussion que des essais plateformes, c'était un peu comme des essais colloques ou comme une colocation. C'est-à-dire qu'il y a plein d'avantages, c'est super, on peut vite avoir une idée de la colocation comme l'auberge espagnole, mais il faut fixer des règles, et des règles dès le début, parce que si chaque colocataire fait ce qu'il veut, ben on arrive vite à une situation de petit meurtre entre amis, et voilà. Donc il faut bien cadrer les choses dès le début, mais il y a un certain nombre d'avantages qui sont non négligeables. Ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est le recours à de nouvelles méthodologies, des méthodologies dans le cadre des essais cliniques pour venir dans un certain nombre de cas essayer d'accélérer la mise à disposition de traitements innovants et donc de cette manière venir un peu remplacer ou être comme une alternative à l'essai classique et l'essai contrôlé randomisé. Et dans certaines approches viennent optimiser l'utilisation d'essais de type RCT en utilisant ce qu'on appelle des protocoles maîtres. Et dans ces protocoles maîtres, il y a une des approches qui est l'essai plateforme. Et l'essai plateforme permet effectivement d'évaluer plusieurs traitements, plusieurs solutions thérapeutiques dans une même population. Et donc, cet essai plateforme, nous l'avons défini, et il est défini de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est un essai qui est randomisé, adaptatif, sans date de fin programmée, c'est important effectivement, c'est sans date de fin programmée, et qui permet, dans une pathologie, d'évaluer plusieurs interventions, et qui peut évoluer par l'ajout ou l'arrêt d'un certain nombre de bras. Et il y a 3 paramètres clés qu'on retrouve dans le cadre de ces essais plateformes. Tout d'abord, la nécessité d'avoir une infrastructure sous-jacente, qui permet effectivement de réaliser la comparaison entre ces différents bras. Le fait d'avoir un contrôle commun, le contrôle commun pouvant également évoluer au cours du temps, et le fait d'être régi par un protocole maître. Alors, nous avions exclu, lors de cette table ronde, d'autres essais qui sont régis par des protocoles maîtres, comme des essais basket, des essais parapluie, également ce qu'on appelle des essais multi-armes, multi-stage, dont la grande différence est le fait qu'il n'y a pas de fin programmée pour ce type d'essai, les essais également combinés, et tout ce qui est plateforme d'essai, qu'on a également beaucoup retrouvé dans le cadre de développement de vaccins et dans le cadre du Covid, sont également c'était hors champ de cette table ronde. Dans quelle situation on retrouve il y a un intérêt d'utiliser des essais plateformes? Les essais plateformes, initialement, on les avait vus se développer ou apparaître dans le cadre en oncologie majoritairement, et il y a eu un essor qui a été accéléré dans le cadre de la crise sanitaire, la crise Covid, donc à partir de 2019. Et aujourd'hui, il est considéré qu'il y a un intérêt d'utiliser des essais plateformes quand il y a d'une part en fait un nombre de traitements ou de candidats médicaments importants à évaluer, quand il y a également un nombre de patients à intégrer dans ces essais cliniques relativement important, quand il y a de temps en temps aussi une évolution rapide du traitement de référence, quand nous sommes dans une situation d'urgence, comme nous avons pu le voir dans le cadre du Covid, et très souvent aussi quand il y a une possibilité d'avoir un déploiement international, puisqu'effectivement on comprend rapidement que nécessiter ou mettre à disposition un très grand nombre de sites d'investigation avec un nombre de patients important nécessite le plus souvent d'avoir un déploiement international, ou disons que ça peut permettre de faciliter cette mise en place. Et vous voyez sur le schéma du bas qu'il y a eu effectivement une accélération, et aujourd'hui, on pourra comparer d'ici quelques années si cette courbe, cette croissance continue d'évoluer ou si on arrive sur une phase plateau. Donc il y a un certain nombre d'avantages liés à l'utilisation de ces essais plateformes, liés notamment à cette mutualisation de protocoles, de nombre de gestion des données, de nombre de sites, mais les essais plateformes également soulèvent un certain nombre de problématiques, des problématiques que nous avons traitées dans le cadre de cette table ronde. Et contrairement à la présentation précédente, nous, on a choisi de présenter nos recommandations au fur et à mesure de la présentation. Ces problématiques, on les retrouve au niveau méthodologique, au niveau éthique, réglementaire, et également toute la partie financement, gouvernance et acceptation de ces essais et des résultats liés aux essais par les agences. Alors commençons tout d'abord par les
les aspects, les problématiques méthodologiques. Les problématiques méthodologiques qui ont constitué une grande partie qui nous ont occupé effectivement une grande partie des discussions lors de cette table ronde, on s'est limité à en présenter 4. Les 4 sont la période d'inclusion de chaque bras non superposable, la multiplicité des comparaisons, les problèmes liés à l'aveugle et les analyses intermédiaires. Alors, commençons d'abord par la période d'inclusion de chaque bras qui est effectivement non superposable. Dans les essais plateformes, il y a un risque de déséquilibre en fait, entre les groupes qui est accru du fait d'avoir des périodes d'inclusion, et on le voit sur le schéma en bas à droite, des périodes d'inclusion qui sont effectivement différentes, notamment par rapport à un bras contrôle. Et de manière assez synthétique, l'objectif de la première recommandation, c'était de s'assurer qu'il y ait une nécessité d'avoir des patients contrôle avec une contemporanéité, c'est pas facile également, c'est comme ton mot tout à l'heure Dominique, contemporanéité entre l'inclusion des patients et l'évaluation entre la comparaison d'un bras traitement et un groupe contrôle. La deuxième recommandation est liée à la multiplicité des comparaisons. Il y a un paragraphe qui est assez conséquent dans l'article, et ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence, donc je vous en remettrai soit aux méthodologistes qui faisaient partie de cette table ronde, soit à l'article. Mais globalement, l'objectif, effectivement, lié, pour venir pallier et venir contrer cette multiplicité de comparaisons et donc le risque au niveau statistique, l'objectif, c'est bien de s'assurer qu'on ait en fait un risque alpha qui soit global, qui soit identique à ce qu'on est dans un essai classique randomisé contrôlé. Et pour chaque question indépendante, c'est-à-dire que chaque comparaison entre un bras traitement et le bras comparateur, qu'on ait un risque alpha, un risque de première espèce qui soit autour de 5%, avec un certain nombre de conseils qu'on donne dans l'article qui permettent effectivement de venir garantir cette rigueur méthodologique. Sur la question de l'aveugle, on n'a pas émis de recommandation. C'est en théorie faisable. Ça peut être recommandé de conserver l'aveugle comme dans le cadre d'un essai classique contrôlé randomisé, mais c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Déjà, parfois, dans le cadre d'essais contrôlés randomisés, le fait d'avoir une nécessité d'avoir un double placebo, ce n'est pas toujours possible de le mettre en place. Alors, dans le cadre d'un essai plateforme, ça nécessite une multiplicité des placebos, donc ce qui vient en fait, malheureusement, nous faire perdre l'avantage de la flexibilité donnée aux essais plateformes. Et donc, de cette manière, on va avoir des lourdeurs administratives, des lourdeurs logistiques, des lourdeurs dans la fabrication effectivement des placebos qui font qu'à terme, c'est peut-être pas forcément recommandé, mais en contrepartie de ça, voilà, il faut être relativement vigilant puisqu'il peut y avoir une certaine fragilité d'un point de vue méthodologique. Et donc, pour venir contrer cette fragilité, cette dégradation de la validité interne, il est recommandé d'utiliser des critères cliniques durs, de suivre des méthodologies comme des méthodologies probes, d'utiliser des comités d'adjudication et de réaliser également des analyses de type en intention de traiter. Et la dernière problématique méthodologique était liée aux analyses intermédiaires. L'analyse intermédiaire, effectivement, fait partie de la définition de l'essai plateforme, puisqu'à partir du moment où nous n'avons pas de fin programmée, on est obligé de mettre en place des analyses intermédiaires. Toujours est-il qu'il faut être également vigilant quant au nombre. Il ne faut surtout pas démultiplier le nombre d'analyses intermédiaires. Et il faut surtout, et ça c'est également primordial, il faut les prévoir au protocole bien en amont, de manière à pouvoir effectivement respecter ces analyses intermédiaires dans le cadre de la conduite de cet essai plateforme. Nous en avons fini avec les problématiques méthodologiques et nous allons passer maintenant à la partie qui est éthique et réglementaire. Alors, l'ajout d'un nouveau bras de traitement d'un point de vue réglementaire peut se faire de deux manières, soit à travers un amendement ou une modification substantielle, ou alors comme la soumission ou la déclaration d'un nouvel essai. Le groupe de travail de la table ronde préconise de suivre la première option, c'est-à-dire, notamment pour garantir cette flexibilité et être en cohérence avec la philosophie de ces designs, c'est-à-dire de soumettre un nouveau bras comme une modification substantielle. Toujours est-il, et notamment lié à la mise en place du règlement européen qui vient encadrer donc les essais cliniques
Avec le CETIS actuellement, une des problématiques qui est ressortie dans le cadre de cette table ronde et les exemples qu'on a pu émettre et qui sont précisés dans l'article, on ne peut pas aujourd'hui soumettre plusieurs modifications substantielles en parallèle. On est obligé d'obtenir l'accord et la validation d'une première modification substantielle pour en soumettre une seconde, ce qui fait que dans un certain nombre de cas, on a des exemples d'essais plateformes pour lesquels il a été au final plus facile et plus rapide de resoumettre un nouveau bras comme un nouvel essai avec la contrainte supplémentaire d'avoir un nombre de documents à soumettre extrêmement important et de nouveaux contrats à signer avec l'ensemble des sites investigateurs. Donc, ce qui fait qu'on recommande fortement de soumettre sous un format d'amendement ou de modification substantielle, mais avec peut-être une évolution de la réglementation européenne qui permettrait de garantir cette flexibilité et cette facilité liée aux essais plateformes. Et les deux dernières recommandations sont plus liées aux informations patients. Qui dit essai plateforme dit un essai unique, et donc l'objectif est d'avoir une seule et même notice d'information patient dans lequel on prévoit d'ores et déjà et initialement d'informer les patients du caractère adaptatif de l'essai, et avec un objectif également de pouvoir modifier uniquement la partie traitement, le paragraphe en fait traitement dans le cadre de la notice d'information, et donc de ne réinformer que les patients qui pourraient être impactés par cette modification. Et donc il y a une gestion effectivement de l'information, de la notice d'information patient envoyée à l'ensemble des patients qui est effectivement extrêmement importante et qui doit être gérée par le promoteur. Et la dernière est liée à la formation et l'information des CPP, en France notamment, sur ces nouvelles méthodologies d'essais cliniques et des essais plateformes. Je regarde l'heure. Le quatrième grand pan de problématique est lié à l'acceptabilité par nos agences, la gestion des données, la gestion des publications. L'acceptabilité par les agences, elle intervient à 3 niveaux. Elle intervient au moment de la soumission d'un protocole d'essais cliniques pour obtenir son approbation. Elle intervient au moment de la demande de mise sur le marché ou d'une extension d'indication pour un nouveau produit, et ensuite pour le remboursement. Donc ça, c'est en France par la Haute Autorité de Santé. Ce qu'on a retenu à la fois des recommandations et des textes qui avaient été publiés au moment de la table ronde, que ce soit au niveau européen et au niveau français, c'est que déjà à l'échelle européenne, il était fortement préconisé de solliciter des rencontres précoces avec l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire les promoteurs, les équipes académiques, mais également les équipes industrielles, de manière à pouvoir présenter aux structures européennes et aux régulateurs l'ensemble de le design de l'essai plateforme, de manière à bien effectivement obtenir le retour des autorités européennes et pour adapter si besoin et ne pas perdre de temps. Il y a en parallèle, et c'est vrai que c'est relativement récent, l'EMA a mis en place un nouveau groupe de travail avec la volonté de publier un position paper à horizon fin 2024 sur les essais plateformes. Il y avait déjà en 2019, il y avait eu des recommandations qui étaient un peu plus larges mais qui englobaient les essais plateformes. Et l'EMA a décidé très récemment, je crois que c'était fin 2022, de mettre en place ce groupe de travail. Et donc nous aurons des recommandations d'ici un peu moins de 2 ans. Et en parallèle de ça, à l'échelle française, quand nous avons réalisé la table ronde, on savait que la HAS, avec un groupe de travail externe impliquant un certain nombre d'experts, travaillait sur ces nouvelles méthodologies visant à publier un position paper garantissant l'attractivité effectivement de la France d'un point de vue recherche clinique. C'était suite à une saisine d'Olivier Véran quand il était ministre des Solidarités et de la Santé. Et ce position paper est publié. Il intègre, il y a une petite partie sur les essais plateformes, mais ce position paper intègre plus l'ensemble des nouvelles méthodologies d'essais cliniques, et notamment l'utilisation de bras externes. Et donc, le point de la HAS, c'est vraiment de garantir la méthodologie et la robustesse de l'essai clinique, que l'on peut garantir dans le cadre comme on l'a vu précédemment avec les problématiques méthodologiques, mais on peut garantir cette robustesse méthodologique. Et donc, il y a une évaluation qui sera considérée comme à peu près similaire entre un essai contrôlé randomisé et les essais plateformes si cette méthodologie est bien garantie. Sur la partie
données, on parlait de rencontres précoces avec nos autorités, que ce soit au niveau européen ou potentiellement aussi au niveau pays, il est aussi extrêmement important que l'ensemble des acteurs se mettent autour de la table pour définir a priori la manière dont les données vont être utilisées, qui en seront les propriétaires et à quel moment elles vont être communiquées. C'est donc l'objectif de cette recommandation numéro 8, qui est donc l'anticipation des modalités d'exploitation des données entre le promoteur académique et industriel, et également relié à cela, puisqu'aujourd'hui, il est réglementairement obligé de publier les résultats à l'issue ou à la fin d'un essai clinique, sauf que dans le cadre d'un essai plateforme, comme il n'y a pas de fin programmée, voilà, la recommandation est qu'il y ait une publication à minima sur le CETIS de l'analyse finale de chaque bras de comparaison, c'est-à-dire quand un bras traitement et un bras contrôle. Et pas seulement à la fin de l'essai, puisque malheureusement, sinon on peut avoir on pourrait perdre, il y a une information scientifique qui se perdrait ou qui serait obtenue bien trop tardivement. Le dernier pan de problématique est lié au financement, la gouvernance et la promotion. Alors, le modèle économique d'un essai plateforme, il est effectivement lié à son mode de gouvernance. Il faut dissocier deux aspects. Il y a le financement de l'infrastructure sous-jacente, qui est un financement qui est obligatoire, qui dans les évaluations, il y a relativement aujourd'hui peu d'essais plateformes, mais on considérait que 30% du financement global de l'essai était lié au financement de cette infrastructure, et c'est indispensable, puisque sans cette infrastructure, on ne pourra pas réaliser d'essais plateformes. Et donc il faut bien dissocier ce financement de cette infrastructure du financement d'un nouveau bras de traitement, et qui peut, voilà, il y a une forme de pot commun avec le financement de l'infrastructure, un nouveau bras de traitement qui pourrait être un financement soit privé si c'est une nouvelle molécule développée par un industriel, ou public si c'est peut-être plus dans le cadre d'un repositionnement. Le deuxième aspect, c'est lié à la gouvernance. L'idée dans cette gouvernance, c'est d'ajouter au comité décisionnaire dans le cadre d'un essai clinique, que ce soit un comité directeur, un comité de surveillance indépendant, un comité d'accès à la plateforme, l'objectif étant de pouvoir garantir une indépendance dans la décision scientifique, d'ajouter un nouveau bras de traitement ou d'arrêter un bras de traitement. Et le rôle, effectivement, de ce comité d'accès à la plateforme est vraiment de prioriser les nouveaux bras d'intervention accédant à la plateforme. Et enfin, la dernière recommandation, c'est lié à cette gouvernance. On comprend bien, où, dans le cadre de nos discussions, on était tous alignés pour dire que le promoteur d'un essai plateforme devait très vraisemblablement être une structure publique, une structure académique, puisque il pouvait y avoir effectivement une certaine complexité inhérente à un promoteur privé qui pourrait ensuite intégrer certains bras comparateurs issus d'autres acteurs privés. Voilà, et à ce titre-là, pour garantir notamment aussi une pérennité du financement de l'infrastructure sous-jacente indispensable, on a tous considéré qu'avoir une structure publique unique comme promoteur ou un copromoteur, comme aujourd'hui il est possible notamment d'avoir des copromoteurs grâce au nouveau règlement européen, était effectivement la solution probablement à envisager. Et la dernière recommandation, qui est un peu la tarte à la crème, mais qui est également indispensable, c'est la nécessité de bien identifier l'ensemble des tâches, de les répartir et d'assurer une délégation de tâches qui était extrêmement détaillée, et ce en amont. Et j'en viens effectivement aux membres de la table ronde ou de la colloque, qui sont donc pour un certain nombre d'entre vous présents, et d'autres malheureusement n'ont pas pu assister à cause du contexte social actuel. Et voilà, je pense que la colocation au cours de ces 2 jours c'est très bien passé, mais parce que les règles, notamment éditées par Sylvie, étaient très strictes au début, et donc ce qui fait que chacun a pu trouver sa place et chacun a pu effectivement contribuer et aboutir à ces recommandations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier.